Bonjour à tous, donc dans ce dernier diaporama, nous allons travailler sur un dernier type de toxicité qui est la toxicité des perturbateurs endocriniens qui révolutionne un petit peu la toxicité classique. Donc on va repartir sur une introduction un peu plus historique et comment finalement est né ce concept de perturbateur endocrinien à partir de certains paradoxes que la société actuelle est en train de vivre. Donc le premier paradoxe et constat, c'est finalement qu'on a eu une grande augmentation de l'espérance de vie. Donc en 1750, l'espérance de vie des femmes et des hommes était de 28 et 27 ans respectivement. Et maintenant, en 2020, ça stagne depuis plusieurs années. On est environ à 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Donc cette augmentation de l'espérance de vie, elle est liée à l'augmentation des qualités sanitaires, effectivement, de la diminution de la mortalité infantile, il y a un paramètre, mais globalement, on a fait des progrès pour améliorer en fait la qualité de vie. Mais on a constaté quand même qu'il y avait des diminutions de la fertilité et de certains paramètres qui sont vraiment liés à des problèmes hormonaux. Notamment, on a une baisse de la fertilité. Alors si on regarde, il y a une méta-analyse qui avait fait un grand bruit dans les années 1990, publiée par Carson et al., qui avait donc combiné les résultats de 61 études du monde entier et qui avait regardé le nombre moyen de spermatozoïdes par millimètre cube dans le sperme. Donc là, c'est exprimé en millions. Donc vous voyez qu'environ dans les années 1940, on avait environ 120 millions de spermatozoïdes par millimètre cube. Et dans les années 90, ce chiffre était presque diminué par 2 puisqu'on arrivait à 70 millions. Donc on avait une sorte de régression, une bonne corrélation avec du coup une diminution de ce nombre de spermatozoïdes. Et donc ça, déjà, ça a soulevé l'idée que peut-être on avait des perturbateurs endocriniens qui diminuaient la fertilité de l'espèce humaine. Et donc quand on touche à la fertilité, on touche finalement à un paramètre clé, la reproduction de l'espèce, qui fait que finalement il y a beaucoup d'efforts aussi qui se concentrent sur l'étude de ces perturbateurs endocriniens pour protéger la fertilité humaine. En parallèle aussi, on voit se développer, malgré l'augmentation de l'espérance de vie, plein d'autres maladies, comme le nombre de cancers, également l'obésité, que l'on sait qui n'est pas forcément liée qu'à la prise alimentaire. On sait par exemple qu'on a des formes de stockage qui appellent à la nourriture. Donc c'est vraiment des facteurs qui sont indépendants de la volonté. Souvent on pense cela. Et notamment par exemple l'incidence du cancer du sein a été multipliée par 2 depuis les années 1980. Et ce en fait vous avez ça dans plusieurs pays. L'augmentation des taux de cancer des testicules est aussi majeure dans plusieurs pays, vous voyez, depuis les années 1943. Donc c'est un cancer de l'homme jeune. Et puis on a également donc une augmentation de l'obésité. Et tout ça, en fait, pourrait être lié à des modifications, à des perturbations endocriniennes. En tout cas, c'est déjà en faisant ces constats qu'on peut supposer que des perturbations endocriniennes seraient à l'origine de ces augmentations, pas uniquement des effets toxiques directs. Alors, quels sont les perturbateurs endocriniens? Parce que depuis le début, on en parle. Mais ce sont donc des molécules exogènes, donc extérieures à l'organisme, qui ne sont pas produites naturellement, qu'on ne retrouve pas normalement dans l'organisme, contrairement par exemple à du cuivre, qu'on trouve normalement en petite quantité dans l'organisme, qui peuvent être naturelles, produites par exemple par du soja, ou artificielles, donc des produits chimiques comme le bisphénol A, qui ont été inventés par la technologie chimique, qui perturbent le fonctionnement des hormones endogènes. Donc la cible va être le système endocrinien. Et finalement, la toxicité de ces produits va être indirecte en impactant en fait le fonctionnement de différents systèmes endocriniens. Donc les hormones sont synthétisées par différentes glandes dans votre corps. Donc je vous rappelle les principales glandes. Il y a l'hypophyse, donc la thyroïde et la parathyroïde, les glandes surrénales, le pancréas et donc les gonades, ovaires et testicules. Donc ces effets toxicologiques sur le système endocrinien peuvent avoir des impacts sur le développement, la reproduction. Alors les perturbations sont minimes, mais peuvent induire de plus en plus d'effets à long terme, donc chroniques, plus subtils, et aussi peuvent être transmis de génération en génération. Et en fait, on peut aussi avoir des effets à l'âge de l'adolescence qui ne vont se manifester
que plus tard chez l'adulte. En fait, on va avoir des effets aussi à retardement. Donc ça, c'est vraiment caractéristique des perturbateurs endocriniens. Donc, ces effets toxicologiques sur l'homme sont ici étudiés pour l'impact sur l'environnement, puisque si ça modifie la reproduction chez l'homme, il y a de fortes chances que ça modifie la reproduction d'autres espèces, et donc ça va jouer sur des paramètres démo-écologiques, donc le nombre de descendants, la viabilité de certaines espèces. Donc, étudier les perturbateurs endocriniens a un intérêt aussi bien toxicologique pour l'homme que écotoxicologique pour l'environnement. Donc les perturbateurs endocriniens, en plus, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont été découverts et on caractérise certaines molécules comme perturbatrices endocriniennes, et ces molécules, en fait, on se rend compte qu'elles sont présentes dans plein de substrats différents et utilisées dans plein de circonstances. Donc notamment dans le cas de la conservation des aliments ou le stockage des aliments, donc dans les plastiques et les conserves. Dans les biberons aussi pour les enfants, donc là il y a eu des législations qui ont été mises en place pour limiter les perturbateurs endocriniens, parce qu'on sait qu'ils agissent principalement, les effets vont être majeurs au jeune âge. On en trouve également dans les produits du quotidien, donc les cosmétiques, les shampoings, les crèmes solaires notamment, les désodorisants de maison, de voiture, etc. Donc régulièrement, vous avez des associations de consommateurs qui publient des informations pour choisir les bons produits, n'ayant pas d'impact sur la santé, effet perturbateur endocrinien. Donc il y a deux origines, naturelle et artificielle, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc par exemple ici, vous avez des études qui ont montré qu'il y avait des taux plutôt inquiétants de parabènes. Donc maintenant, il y a les mentions sans parabènes sur beaucoup de produits cosmétiques et de soins. Mais donc vous pouvez en trouver par exemple dans des dentifrices, dans des shampoings, etc. Alors quelques exemples précis de molécules perturbatrices endocriniennes. Vous avez des molécules pharmaceutiques, des médicaments, comme les contraceptifs, tout simplement. Ça, c'est quand même connu puisqu'ils sont produits pour ça. Mais le Distilbène, qui a été un produit qu'on a administré, un médicament qu'on a administré aux femmes pour limiter les fausses couches. Et on a vu que ça avait des effets majeurs sur le développement des organes génitaux, notamment chez les descendantes des femmes qui étaient traitées. Donc vous avez également le bisphénol A qu'on utilise pour les encres et pour le stockage. Vous avez des produits à usage industriel comme les phtalates, les PCB, polychlorobiphényle, des produits phytosanitaires, le DDT, donc je vous ai déjà parlé, des produits qui vont servir aussi à traiter les bateaux pour faire le carénage. Et puis vous avez des produits naturels comme les isoflavones, qui sont donc des produits par des bactéries, rhizobium. Donc normalement ce sont des molécules qui servent à la communication entre les plantes et les bactéries pour mettre en place une symbiose. Mais donc si vous consommez du coup le soja, vous pouvez aussi être exposé à ces perturbateurs endocriniens naturels qui sont les phytoœstrogènes. Donc les perturbateurs endocriniens, en fait, ils agissent sur la synthèse, le stockage, la libération, la sécrétion, le transport, l'élimination et l'action des différentes hormones. Donc il agit globalement en interférant avec toutes les étapes du système endocrinien. Donc en plus, ce qui est difficile à mettre en place, c'est de déterminer le mécanisme d'action précis, puisque les mécanismes sont variables selon l'âge, les tissus et les espèces. Donc pour un même perturbateur endocrinien, par exemple le bisphénol A va agir de manière très différente selon si c'est la glande mammaire ou d'autres tissus. Donc globalement, en fait, ça va perturber l'homéostasie hormonale, et donc on parle vraiment de toxicité indirecte puisque c'est en perturbant une étape de synthèse des hormones ou d'action des hormones que l'effet va être ressenti. Et donc ça peut être des effets tardifs puisque par exemple une hormone va être nécessaire à un instant T pour stimuler un phénomène de croissance, et on ne verra l'impact que sur la fin de ce phénomène de croissance. Alors les perturbateurs endocriniens, donc ce sont des molécules qui vont pouvoir s'opposer par exemple ou favoriser l'action plutôt d'une hormone. Donc on a deux grands termes à connaître. Donc le mode agoniste, c'est quand un perturbateur endocrinien peut prendre la place d'une hormone et stimuler le récepteur
spécifique de cette hormone à sa place. Donc finalement, ça va surstimuler l'effet de cette hormone naturelle. Donc là, par exemple, vous avez le Distilbène, qui est donc le médicament qui a été utilisé pour les fausses couches, qui est donc un agoniste du récepteur à l'œstradiol, donc il va il va potentialiser l'effet de l'œstradiol. Après, vous avez l'effet antagoniste. Donc là, ça va inhiber le récepteur en se fixant donc à la place de l'hormone sur le récepteur. Donc le perturbateur endocrinien est ici en bleu. Et donc l'hormone naturelle ne pourra pas se fixer et ne pourra pas induire ses effets sur la cellule cible. Donc un des exemples qu'on peut donner, c'est le DDE qui est un métabolite du DDT, donc un produit dérivé du DDT, qui s'oppose donc à l'action de la testostérone en étant antagoniste du récepteur à la testostérone. Donc la testostérone, elle a un effet androgénique, donc ça veut dire que ça stimule les caractères sexuels secondaires mâles, la production de spermatozoïdes également, et donc là on va avoir un effet du coup anti-androgène et une féminisation potentielle des mâles. Et après, on a tous les effets qui rentrent pas dans ces catégories puisque les molécules ne prennent pas la place des hormones sur le récepteur. C'est ce qu'on appelle les effets perturbants. Et donc, c'est quand le perturbateur endocrinien va modifier le taux d'hormones dans le sang. Donc, soit stimuler, soit inhiber la production de ces hormones dans le sang. Donc, par exemple, l'atrazine, la simazine et la propazine, qui sont des insecticides, l'atrazine est maintenant interdite, vont justement avoir un effet stimulateur de la production d'œstrogènes. Et en fait, c'est en agissant sur des enzymes, notamment l'aromatase, qui est une enzyme de synthèse en fait, des œstrogènes. Donc vous voyez ici, on a une courbe dose-réponse. Plus on met de ces pesticides dans le milieu, donc c'est une échelle semi-logarithmique, plus on augmente l'activité de l'enzyme qui est exprimée donc en picomol produite par heure par milligramme de protéines. Je vous renvoie au TP qu'on a fait sur le dosage de l'activité enzymatique de l'acétylcholinestérase. On a pu montrer également que des pesticides ou des perturbateurs endocriniens plus généralement pouvaient diminuer le taux de certaines hormones. Donc par exemple les PCB qui s'accumulent dans les tissus graisseux peuvent avoir en fait un impact négatif sur la production de T4. Donc c'est l'hormone synthétisée par la thyroïde qui est active, qui est un précurseur de la T3 qui est l'enzyme actif. Et donc les PCB vont être stockés dans les lipides, et plus on a de PCB dans les lipides des dauphins, plus on constate que le taux de T4 dans le plasma diminue. Donc du coup derrière ça va avoir un impact sur le métabolisme de base des dauphins, leur croissance. Je vous renvoie au cours qu'on avait fait sur la thyroïde et la fonction de la thyroïde. Dernier cas d'effet perturbant, on a le TBT, donc le tributyle-étain, qui est utilisé donc justement pour les carénages. Et en fait, on a constaté dans les côtes bretonnes et atlantiques qu'on avait une diminution du nombre de femelles de Nucella lapillus, que vous avez ici, donc c'est un petit gastéropode. Et donc ça, en fait, c'est lié au fait que le TBT empêche l'action de l'aromatase, donc ça va diminuer le taux d'œstradiol au lieu de le stimuler, contrairement à l'atrazine. Et donc s'il y a peu d'œstradiol, qui est l'hormone féminine, en fait, le précurseur de l'œstradiol, c'est la testostérone. Et donc du coup, l'étape de synthèse de l'œstradiol va être bloquée à l'étape de la testostérone. Et donc du coup, les femelles vont synthétiser beaucoup de testostérone, ce qui fait qu'elles vont peu à peu se masculiniser. Et on voit que se développent des pénis et des testicules, parce que c'est surtout les testicules qui produisent les spermatozoïdes, aux dépens des ovaires. Donc, pour continuer sur les perturbateurs endocriniens, nous allons maintenant faire une partie un peu plus historique. Comment est né ce concept de perturbateur endocrinien? Il est né de l'étude de plusieurs molécules qui ont des impacts de type perturbateur endocrinien. Donc un des premiers qu'on a déjà étudié, c'est le DDT. Donc le DDT, il est bioaccumulable, bioamplifiable et persistant. Donc ça veut dire que sa concentration augmente au fur et à mesure que l'on monte dans la chaîne trophique quand on dit bioamplifiable. Et persistant, ça veut dire qu'il a une DT50 qui est assez grande, une durée de demi-vie qui approche 50 ans. Donc le DDT, en fait, c'est un antagoniste, donc c'est-à-dire qu'il bloque l'action de la testostérone. Et cet impact est majeur sur la reproduction des oiseaux piscivores
et des alligators. Donc les oiseaux piscivores, on a constaté qu'ils avaient une diminution de leur descendance liée à une diminution de l'épaisseur de la coquille, puisque en fait le blocage de la testostérone va limiter la formation des glandes de sécrétion de la coquille. Et donc si les coquilles sont moins épaisses, il y aura moins d'œufs éclos. Ensuite, il va y avoir une diminution qu'on a observée avant l'interdiction du DTT, une diminution de la natalité des alligators. Donc cette diminution de la natalité, elle est causée par une diminution de la taille des pénis des alligators, parce que comme la testostérone est inhibée, les caractères sexuels secondaires vont être moins développés, et puis on va avoir aussi des impacts sur la production des spermatozoïdes. Donc face à cette observation de la diminution des populations, le DDT a été interdit et on a étudié l'impact de cette interdiction. Donc là, vous avez les quantités de DDE, donc un métabolite du DDT présent dans les tissus des oiseaux. Vous voyez qu'il est important avant l'interdiction du DDT et plus réduit après l'interdiction du DDT, donc ça a bien diminué l'imprégnation de la population, et le nombre de descendants avait fortement chuté, et suite à l'interdiction du DDT, on voit que la courbe en violet remonte, donc ça veut dire qu'on a bien eu à nouveau une réaugmentation du nombre de descendants. Donc l'interdiction du DDT a été vraiment positive pour ces populations. Donc un autre effet des perturbateurs endocriniens a été d'observer une féminisation des poissons, qu'on peut mettre en évidence en étudiant la vitellogénine. Donc la vitellogénine, c'est une molécule qui est produite par le foie des femelles, qui circule dans le plasma pour être ensuite stockée dans les œufs des femelles et qui va servir de nourriture, entre autres. Et donc on peut mesurer le taux de vitellogénine chez les mâles, donc chez les poissons mâles. Et on constate que donc, des poissons qui vivent dans des estuaires assez pollués, donc par exemple l'estuaire de la Seine ou des estuaires en Angleterre, ont des taux de vitellogénine bien plus importants que des estuaires non pollués, comme à Aldi. Donc ça prouve qu'il y a des molécules, on n'a pas identifié lesquelles, qui sont capables d'induire la production d'une molécule femelle dans des mâles, donc dans des poissons mâles. Alors il y a des expériences qui ont été faites dans des lacs au Canada, donc c'est des lacs vraiment grandeur nature, que l'on va contaminer avec des molécules d'intérêt, on va faire des lacs témoins, des lacs contaminés. Et donc, les lacs ont été contaminés avec de l'éthényl-estradiol, donc à des concentrations très faibles, de l'ordre du nanogramme par litre. Et on a regardé l'effet sur notamment les poissons tête de boule. Et on a pu remarquer qu'on avait une extinction presque quasi totale de ces espèces pour des taux de 5 à 6 nanogrammes par litre. Donc, en fait, c'est des taux qu'on retrouve largement dans l'environnement, puisque, pour un ordre de grandeur, une femme en âge de reproduction excrète à peu près 50 microgrammes par jour, et une femme qui est enceinte, 5 mg par jour. Donc des taux de 10 nanogrammes par litre peuvent largement être retrouvés dans les eaux usées et même traitées. Alors après, il y a un autre perturbateur endocrinien qui a fait un grand scandale pour son utilisation pour lutter contre les fausses couches. Donc c'est un médicament, donc le diéthylbestrol, donc le DES, qui était prescrit aux femmes enceintes pour limiter les fausses couches ou limiter les accouchements prématurés, et ensuite pour traiter la ménopause. Et donc on estime qu'il y a à peu près 1 million de fœtus qui ont été exposés entre le début de la prescription de ce médicament dans les années 50 et son interdiction aux États-Unis en 1971. Et il y avait déjà plusieurs médecins qui signalaient que ce n'était pas du tout efficace pour lutter contre les fausses couches, etc. Mais on continue à l'utiliser. Et il y avait aussi des alertes qui disaient qu'il y avait des effets secondaires. Alors, les femmes qui sont exposées in utero, ça veut dire en fait, on a regardé les descendants des femmes qui avaient pris ce médicament pendant leur grossesse. Et, par exemple, si c'était des petites filles, on a regardé quel a été l'impact sur ces petites filles qui avaient reçu du DES via leur mère. Donc on a regardé l'impact sur leur développement et notamment leur reproduction. Et on a vu qu'on avait énormément de problèmes de développement de l'appareil génital, certainement liés à une modification endocrinienne qui régule la formation de cet appareil génital. Donc plus de 95% des cas, donc des personnes exposées in utero. Il y a également une augmentation du risque de cancer du sein à l'âge adulte. Donc vous voyez, c'est des effets qui ne sont pas immédiats, qui vont se faire ressentir sur la vie adulte de l'embryon qui a été exposé in utero. Et puis donc ça crée des problèmes d'infertilité et de subfertilité. Alors, pour vous donner un petit peu une histoire du DES, donc ça c'est tiré d'un rapport du Sénat sur les perturbateurs endocriniens. Donc il a commencé à être mis en place dans les années 1948-50.
Donc à la fois aux États-Unis et en France, mais dès les années 1950, vous voyez, il y avait des personnes qui indiquaient que c'était inefficace. Mais ça ne trouvait pas forcément d'écho ni aux États-Unis ni en France. Donc aux États-Unis, ça a été interdit dans les années 1971, parce qu'en plus, il y avait des effets donc suspectés d'adénocarcinome, donc de cancer du vagin notamment, des anomalies morphologiques aussi, qui ont fait que donc, ce médicament a été retiré aux États-Unis, mais pas en France. Et il a fallu attendre beaucoup plus tard pour que du coup ce soit interdit en France. Donc vous voyez par exemple le DES chez les femmes a pu être prescrit en Espagne jusqu'en dans les années 1983, en Pologne jusque dans les années 1990, alors qu'on savait très bien que ça induisait des effets graves sur les enfants. Alors si on regarde plus précisément l'impact sur les femmes donc, qui ont été exposées in utero, il y aura des déformations de l'appareil reproducteur, notamment un petit utérus, des adénos, c'est-à-dire des hypertrophies de certains tissus, des trompes grêles. Et quel est l'impact sur la grossesse? C'est que ça va avoir un impact sur les avortements. Il y aura 2 fois plus de risques d'avortement spontané qu'une personne qui n'a pas été exposée au DES. Il y a un risque de grossesse ectopique, il y a un risque d'accouchement prématuré. Et donc tout ça a donc mené à l'interdiction du DES dans le monde gynécologique. Alors le Distilbène, il n'a pas qu'un effet sur la reproduction et le développement des appareils reproducteurs. On a pu montrer aussi qu'il avait un effet obésigène. Donc ici vous avez des souris contrôle et là des souris qui ont été traitées avec du DES. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la souris, elle va être traitée vraiment à une période précise de son cycle de vie, donc du 1er au 5e jour après sa naissance, et puis plus après. Et les effets ne vont pas se voir tout de suite, ils vont se voir plus tard à maturité sexuelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment un effet à retardement quand les effets ont lieu pendant une période critique, donc par exemple de formation des appareils reproducteurs ou de croissance particulière. Donc, il n'y a aucun effet jusqu'à la puberté et c'est donc devient obésigène à partir de la maturité sexuelle, bien que le traitement ait été fait au tout début de la vie de la souris. Donc finalement, en regardant les effets donc, du tributylétain, les effets du DTT, les effets du Distilbène, et puis d'autres pesticides ou d'autres polluants comme les organochlorés, on a pu constater que ça a avancé l'âge de la puberté et que ça a augmenté le risque d'obésité. En fait, tout ce qui regroupe finalement ces polluants, c'est qu'ils agissent en perturbant le fonctionnement des hormones. Et donc, il y a un ensemble de scientifiques qui se sont regroupés pour faire la déclaration de Week-Springs, alors je ne sais pas si je le prononce très bien, en 1991. Et ils se sont réunis pour vraiment faire prendre conscience que les produits chimiques pouvaient avoir un impact sur le système endocrinien et qu'il y avait donc finalement un moyen de tous les regrouper sous le terme de perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez, ils vont faire une liste d'assertions pour lesquelles ils sont sûrs ou plus ou moins sûrs, un gros nombre de produits chimiques de synthèse, ainsi que quelques composés naturels sont capables de dérégler le système endocrinien des animaux, y compris l'homme. Et donc c'est pour la première fois en 1991 qu'on pose ce concept.